Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour la discussion autour d'un thé de ce mois-ci, je vous propose de revenir sur le sujet de la consommation intentionnelle et de la simplicité, en parlant de la notion de plaisir d'achat et de plaisir d'utilisation, et comment j'utilise en fait ces notions-là depuis le début de l'année 2025 pour moins consommer et consommer de manière plus intentionnelle. Avant de commencer, le petit thé du mois. Alors, la tasse vient de chez Jardin d'Ulysse, une petite tasse printanière super jolie. Et à l'intérieur, c'est un classique pour moi, c'est un thé vert au riz soufflé japonais qui s'appelle Genmaicha et qui peut se trouver chez plusieurs revendeurs de thé. Le mien vient d'un supermarché japonais, mais ils en font dans la plupart des sommeliers du thé qui existent. Alors, pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui ? La raison est que, du coup, en 2025, parmi les différents sujets de la vie que j'ai remis à plat, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, se trouve la question des finances, comme beaucoup de personnes, je pense, qui tiennent une maison en tant qu'adulte. Et par ailleurs, donc il n'y a pas seulement la question des dépenses et des finances, mais par ailleurs, il y avait aussi la question de qu'est-ce que je fais des objets que je possède déjà ? Est-ce que je tire le meilleur parti de mes collections d'objets, etc. Et cette réflexion est venue du fait que, à l'automne dernier, j'ai trié tout mon bureau et une partie des espaces de rangement de tout l'appartement lorsqu'on a fait la place à notre petite fille pour qu'elle ait sa propre chambre, le moment venu. Pour l'instant elle est encore trop petite, elle dort avec nous, mais ça a entraîné un gros tri, un gros rangement de pas mal de choses dans l'appartement, notamment la garde-robe, ma papeterie, les stocks de bougies, d'encens, de choses comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas mal de stocks de pas mal de choses et que malgré tout je continuais à acheter de nouveaux objets dans ces domaines-là de manière très régulière. Par exemple, j'ai une collection de thé qui est assez extensive et pourtant j'achète régulièrement de nouvelles tasses de thé et régulièrement de nouveaux thés en vrac. Idem pour les bougies, je me suis rendu compte que j'avais une quinzaine de bougies parfumées en stock et que je continuais pourtant à en acheter. La papeterie, je vous en parle même pas. Si vous me regardez sur la chaîne YouTube, vous savez que j'adore le journaling, j'adore la papeterie créative, j'adore les carnets, les stylos encre, les choses comme ça, les stickers, etc. Et depuis 20 ans que je m'intéresse à la papeterie et que je collectionne de la papeterie, autant vous dire que je commence à avoir une collection assez extensive. Et c'est là que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à l'achat et l'utilisation ? Et ce qui a conscientisé un petit peu ça et qui a donné l'inspiration de cette émission, c'est la vidéo d'une jeune femme qui fait du journaling et qui fait des vidéos YouTube, je me rappelle plus qui c'est. Si je retrouve, je vous mettrai sa référence dans les notes. Si je la retrouve pas, c'est pas grave, puisque c'est pas ça l'objectif. Mais en gros, ce que cette personne disait, c'est qu'elle faisait ce qu'elle appelle une stationary low buy, donc en gros une année où elle dépense peu d'argent dans la papeterie, où elle fait attention à ses dépenses de papeterie, et que parmi cette démarche-là, une chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a trié parmi les personnes qui l'inspirent dans le journaling et qu'elle suit, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube par exemple, qu'elle avait bien distingué les comptes de personnes qui ont tendance à plutôt poster sur la papeterie qu'ils achètent, donc qui font ce qu'on appelle des hauls, c'est-à-dire des déballages de nouveaux colis de papeterie qu'ils viennent de recevoir, qui présentent des nouveaux produits en permanence, versus des comptes qui se montrent en train d'utiliser leur collection de papeterie et qui montrent des contenus qui vont inspirer cette jeune femme parce que ils se montrent en train de faire usage de leur papeterie, de créer des pages de journal, de faire preuve de créativité dans leur carnet, et qui passent pas leur temps simplement à montrer ce qu'ils achètent de nouveau, mais qui passent beaucoup de temps à utiliser la collection de papeterie qu'ils possèdent déjà. Et c'est ça qui m'a fait faire un déclic pour vous parler aujourd'hui de la distinction entre le plaisir d'acheter de nouvelles choses et le plaisir d'utiliser la collection d'objets que l'on a déjà. Déjà, ce que je veux dire,
c'est qu'il n'y a pas de distinction morale entre les deux. Je suis pas là pour venir vous dire qu'il faut pas profiter des achats, qu'il faut pas aimer acheter des trucs et qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a, etc. etc. Même si je suis d'avis, en ce qui me concerne, que vu la société dans laquelle on vit, qui nous incite à beaucoup acheter, personnellement, j'ai besoin de focaliser davantage mon attention sur le plaisir d'utilisation, mais je pense pas qu'il y ait de hiérarchie morale entre les deux plaisirs. On peut tout à fait prendre plaisir à acheter de nouvelles choses, à aller chiner en brocante par exemple, à venir compléter une collection de choses qu'on aime bien, à venir chercher des produits de qualité, se renseigner, etc. etc. Moi qui suis une personne qui aime les jolies choses, qui aime beaucoup l'art, qui a un sens de l'esthétique, j'aime beaucoup m'entourer d'objets artisanaux et d'avoir une cohérence esthétique dans toutes mes collections d'objets. Bien évidemment que je prends grand plaisir à farfouiller, à chercher des choses qui vont me correspondre et à enrichir mes collections d'objets de nouvelles choses. Et c'est un plaisir qui est tout à fait légitime. Et l'idée n'est pas de rejeter ça en bloc. Donc il n'y a pas de hiérarchie morale entre les deux. Pour vous donner un exemple concret de ce que j'entends par plaisir d'achat versus plaisir d'utilisation, je vais vous donner l'exemple de ma collection de thé et de théières et des choses comme ça. Donc à la maison, j'ai une collection d'objets qui me permet de profiter du moment du thé. J'ai une bouilloire, j'ai 2-3 théières, j'ai 2-3 plateaux aussi, je dois avoir une 20aine de mugs, j'ai des sous-verres, voilà, j'ai toute une collection, j'ai même des petites serviettes en tissu que je peux utiliser pour décorer les plateaux, j'ai des petites assiettes sur lesquelles on peut placer par exemple un petit dessert ou un goûter pour aller avec le thé. Voilà, donc ça c'est toute ma collection autour du thé, on va dire. Et puis évidemment les thés en eux-mêmes, des jolies boîtes de thé avec du thé en vrac à l'intérieur, etc. Le plaisir d'achat, ça va être le plaisir d'aller dans un magasin de thé que j'aime, par exemple le Palais des Thés ou une autre marque, et de venir goûter par exemple les nouveautés qu'ils ont, et de prendre plaisir à choisir un thé que j'ai goûté, que j'ai trouvé excellent, et de le ramener à la maison. Ça va être un plaisir d'achat. Autre exemple de plaisir d'achat, je suis en vacances, c'est ce qui s'est passé en 2023. Je crois que dans un des vlogs d'ailleurs, si vous me regardez sur la chaîne YouTube, je vous avais montré un petit peu les tasses artisanales que j'ai achetées en 2023, parce que j'ai pas mal voyagé en France et j'en ai pas mal acheté. Et ben, c'était un vrai plaisir de découvrir les céramistes du coin où j'allais, donc dans tous les endroits. Je suis allée dans l'Aveyron, je suis allée dans le sud, je suis allée dans la Loire. Et c'était un vrai plaisir de trouver une petite tasse artisanale, de soutenir le travail du ou de la céramiste que je trouve sur place et de ramener une tasse de thé qui soit à la fois un souvenir de voyage et une nouvelle tasse parmi laquelle je peux choisir le matin lorsque je bois mon thé. Donc ça c'est le plaisir d'achat. Et maintenant, avec cette même collection-là, qu'est-ce que c'est le plaisir d'utilisation ? Ça va être tout simplement le plaisir que j'ai chaque matin à choisir quelle tasse je vais utiliser aujourd'hui, quel thé je vais boire ce matin en particulier, parce que je bois plusieurs thés différents après dans la journée. Puis je vais aussi prendre plaisir à choisir, pendant que l'eau bout, je vais choisir le petit plateau sur lequel je vais placer ma tasse. Si c'est une petite théière avec une petite tasse, je vais en choisir deux qui vont l'une avec l'autre, choisir le sous-verre sur lequel je pose ma tasse, et me créer un espèce de petit plateau hyper agréable, etc. Et ensuite je vais verser mon thé dedans, et puis je vais prendre plaisir, quelle que soit l'activité que je fasse en même temps, que ce soit écrire, travailler, lire, regarder une vidéo YouTube, peu importe, et bien je vais prendre plaisir à utiliser ce joli mug sur ce joli plateau et profiter de l'esthétique que je me suis construite en sélectionnant mon thé le matin. Et ça, je vous en parlais dans une émission à propos de simplicité et de minimalisme que j'ai tournée à l'automne 2024, que vous pouvez aller voir si vous avez envie de voir ça. C'est que une des raisons pour lesquelles je ne me qualifie pas de minimaliste, c'est que sur certaines catégories d'objets comme le thé, je prends un grand plaisir à avoir une collection de plusieurs objets différents, et je prends grand plaisir à choisir en fait parmi ma collection lequel je veux utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est le plaisir d'utilisation. Et en fait, pour prendre plaisir à utiliser ma collection de thé, je n'ai pas besoin d'en acheter de nouveaux. Ce sont deux choses distinctes. Le plaisir de découvrir une nouvelle tasse quand je suis en vacances
n'est pas du tout le même plaisir que le plaisir de choisir une tasse le matin quand je me lève et que je me prépare mon premier thé de la journée. Voilà, donc je voulais commencer cette discussion par le fait de bien distinguer le plaisir d'achat du plaisir d'utilisation, parce que justement, j'ai remarqué, en tout cas personnellement, que la raison pour laquelle je me retrouve à continuer à acheter des choses alors que j'ai déjà une collection très fournie et que j'en avais pas forcément besoin et que ça ne me satisfait pas puisque derrière je continue à acheter des choses, c'est que je confonds le plaisir d'achat avec le plaisir d'utilisation. Évidemment, ça c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte sur le moment, je m'en rends compte après coup, lorsque j'ai fait mes comptes 2024 par exemple et que j'ai regardé tout ce que j'avais acheté et que je fais le lien avec ce que j'ai pu noter dans mon bullet journal à cette époque-là, et que je remarque un petit peu comment je me sentais émotionnellement, etc. Ça c'est un avantage d'avoir un journal qui permet de consigner un petit peu les souvenirs, l'état d'esprit, etc. qu'on a à une époque, c'est qu'on peut faire des liens après coup et se rendre compte et mieux se connaître. Et j'ai remarqué notamment que, par exemple, sur la fin de ma grossesse, je manquais à la fois de temps et d'énergie pour créer. Manquais d'énergie physique, j'étais beaucoup moins mobile, je n'arrivais pas à créer. Et en fait, c'est une époque où j'ai acheté beaucoup de papeterie. Des stylos plumes, des stickers, de l'encre, de la peinture, des aquarelles, des choses comme ça. De la papeterie et de loisirs créatifs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, quelque part, que j'avais, c'était le fait de ne pas créer suffisamment. Et j'essayais de répondre, en fait, à ce besoin d'utilisation. C'est que j'avais un besoin de créer, de sortir ma collection et de créer des choses avec. Et au lieu, du coup, de répondre à ce besoin en créant une routine de création, alors peut-être qu'en fin de grossesse, j'aurais pas été capable de créer quelque chose d'élaboré, mais peut-être ne serait-ce que de jouer avec les couleurs, les aquarelles, en faisant des choses un petit peu abstraites, qui nécessitent pas trop d'énergie, pas trop de réflexion, ça aurait pu suffire. Mais au lieu d'identifier ce besoin-là, qui a un besoin de revenir au présent, un besoin de routine, un besoin de passer du temps sur quelque chose qui compte pour moi, etc., etc., j'ai cherché à combler ce manque de création en achetant du matériel créatif. Donc je me suis tournée vers un plaisir d'achat quelque part, alors que ce dont j'avais besoin, c'était plutôt d'utiliser ce que j'ai déjà. Donc en d'autres termes, j'ai confondu deux problèmes différents. Je n'avais pas forcément besoin d'élargir ma collection de papeterie créative. En revanche, j'avais besoin de me donner la permission de créer, ou peut-être de chercher une façon de créer qui soit mieux adaptée à la situation de vie dans laquelle j'étais à ce moment-là, en fin de grossesse et en début de congé maternité avec un petit bébé à la maison. Et puis en tirant un petit peu sur le fil de cette réflexion-là, je me suis rendu compte que beaucoup de situations de surconsommation, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, dans beaucoup de cas, ça venait de ce problème-là, qui est que je confondais le plaisir d'achat avec le plaisir d'utilisation. Et que ce qui me faisait vraiment envie à ce moment-là, c'était pas forcément d'acheter quelque chose de nouveau, mais c'était d'utiliser ce que j'avais déjà et de créer l'espace dans mon quotidien, la routine, le retour au moment présent, la sérénité, de venir utiliser ces objets qui font partie, en général, quand je surconsomme, je vais pas surconsommer du papier toilette, je vais surconsommer des choses qui sont liées à des activités que j'apprécie, qui sont liées à une esthétique que j'apprécie. Ça va être des objets de décoration, ça va être des choses liées au thé, ou alors à des bougies parfumées, ou alors beaucoup de produits créatifs. Donc du coup, lorsqu'on est dans ce genre de situation-là, où le vrai problème, là pour reprendre mon exemple, mon vrai problème c'était de ne pas m'autoriser à prendre le temps de créer, et peut-être de ne pas prendre le temps de venir expérimenter quelle sorte de création est le mieux adapté à mon niveau d'énergie à ce moment-là, où j'essayais de me forcer à créer des choses comme si je n'avais pas de bébé, et que bien sûr ça ne marche pas. Donc dans ces cas-là, pour répondre à ce besoin-là, la solution ne va pas être d'acheter des nouveaux produits de papeterie créative par exemple. La solution, elle est dans le quotidien, elle est dans les routines, elle est dans l'être, dans l'état de vie, dans la vie qu'on mène, et non pas dans l'acquisition de nouvelles choses. Donc déjà,
la première chose que j'ai choisi d'appliquer à moi-même en 2025, c'est de me demander lorsque j'ai envie d'acheter quelque chose, est-ce que ça répond vraiment à un plaisir d'acheter parce que j'ai une jolie collection, ça fait longtemps que je ne l'ai pas étendue, j'ai envie de récupérer un souvenir parce que là par exemple je suis en voyage, j'ai envie de ramener un souvenir, ou parce que je suis dans un marché d'artistes et j'ai envie de soutenir un artiste, ou ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est un vrai plaisir d'achat ? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose derrière cette envie d'acheter qui en fait trouve sa réponse dans mon usage quotidien et non pas dans l'acquisition de quelque chose de nouveau. Donc maintenant je me pose systématiquement la question avant d'acheter. Évidemment on parle de choses non indispensables, hein. Je ne me pose pas cette question au moment d'acheter du papier toilette pour retrouver cet exemple là. Je me pose la question quand j'ai envie de me faire plaisir, évidemment, quand j'ai envie de m'acheter des vêtements, quand j'ai envie d'acheter de la déco, de la vaisselle, des loisirs créatifs, des bougies parfumées, des petits vêtements pour ma petite fille, des choses comme ça. Je vais me poser la question dans ces moments-là. Est-ce que c'est vraiment le plaisir d'acheter ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Et donc si je me rends compte qu'il y a autre chose derrière, je vais mettre en suspension l'achat. Je ne vais pas tout de suite cliquer sur valider le panier si vous voulez. Et il y a certaines choses que j'ai commencé à mettre en place que je vais partager avec vous au cas où ça vous intéresse. La première chose, c'est que j'ai mis en place ce que j'ai appelé une liste d'achat / liste d'envie que je mets dans mon bullet journal. Et dès qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'acheter, au lieu de l'acheter immédiatement, je le mets dans la liste en question. Donc ça me laisse le temps de me demander si j'en ai vraiment envie, ou si j'en ai vraiment besoin, s'il n'y a pas quelque chose dans ma collection qui ferait déjà l'affaire. Ça me laisse le temps d'utiliser un petit peu ce que j'ai déjà pour voir si justement ça répond pas à un besoin d'utiliser ce que j'ai plutôt que d'acheter quelque chose de nouveau, à un besoin de réétablir une routine ou de refaire de la place à une activité ou à un certain style de vie dans mon quotidien plutôt que de faire de l'acquisition de nouvelles choses. Et ça laisse le temps un petit peu de décanter les choses plutôt que de se précipiter sur l'achat. Et ça permet aussi, pour en revenir au côté marketing du quotidien dans lequel on vit dans le monde moderne, ça me permet aussi de me laisser le temps de me rendre compte si je suis pas en train de succomber à une technique marketing sans m'en rendre compte, parce qu'il y a beaucoup de techniques marketing qui jouent sur l'urgence, dépêchez-vous d'acheter maintenant, va bientôt plus y en avoir, et ça a tendance à court-circuiter un petit peu tous ces questionnements intentionnels qu'on peut se poser, et ça amène à faire des achats un petit peu impulsifs. Je pense qu'on est tous et toutes concernés par ça à un moment ou à un autre, parce que le marketing en 2025 est très très intelligent et très très capable d'exploiter la manière dont le cerveau humain fonctionne. Et en tout cas, pour moi-même, j'ai décidé de ne pas me considérer immunisée face à ça, même si je m'intéresse à la simplicité et au minimalisme depuis 15 ans maintenant. Malgré ça, je m'estime tout aussi vulnérable que n'importe qui d'autre à ce genre de technique, puisque ça utilise le fonctionnement du cerveau humain, et je suis un humain qui a un cerveau, donc à partir de là, je suis quand même susceptible à ça. Donc le fait d'avoir une liste d'achat ou une liste d'envie, ça permet de faire tampon, et ça permet de peut-être couper court à certains achats impulsifs que j'aurais regrettés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me fais utiliser la collection que j'ai avant de l'agrandir. Par exemple, mettons que j'ai reçu une newsletter de la part de mon magasin de papeterie préféré. En l'occurrence, si ça vous intéresse, c'est un magasin qui s'appelle Miso Paper et qui est animé par une femme qui s'appelle Barbara et qui est en Angleterre. Je pense que c'est mon fournisseur principal de papeterie, notamment de papeterie japonaise. Je suis abonnée à sa newsletter, donc je suis souvent amenée à voir les nouveautés et à avoir envie d'acheter quelque chose dans son magasin. Et alors ce qui va se passer, par exemple, j'ai vachement envie de m'acheter ce nouveau stylo marron, il est hyper joli, etc. Et bien avant de faire cet achat, je vais me dire, je vais regarder les stylos que j'ai dans ma collection, les stylos marrons par exemple, si j'ai déjà des stylos marrons, et je vais utiliser ma collection. Je vais prendre le temps d'écrire dans mon journal, je vais prendre le temps de décorer mon bullet journal, je vais me faire quelques sessions de papeterie créative, et je vais savourer les objets que je possède déjà, je vais prendre le temps peut-être même de ressentir de la gratitude, c'est-à-dire de dépoussiérer un petit peu ma collection de papeterie, me créer un petit
un petit assortiment de papeterie à thème qui me plaît. Pour donner cet exemple, ça peut être un assortiment de papeterie autour du café, des boissons chaudes. Et vraiment profiter de ce que j'ai déjà, déployer ma créativité, qu'est-ce que je peux choisir comme couleur autour du café, est-ce que peut-être je peux peindre des aquarelles de café, puis me créer pour moi-même des stickers. C'est un peu l'avantage d'être moi-même une artiste qui crée de la papeterie, c'est que je peux créer ma propre collection si j'ai envie. Et faire avec ce que j'ai pendant quelques temps, mais vraiment faire la place dans mon agenda et dans mon quotidien à l'utilisation concrète de ce que j'ai déjà, donc dans l'être et dans le faire quelque part, avant d'être dans l'avoir, dans l'acquisition de quelque chose de nouveau. Et donc si au bout de quelques jours ou quelques semaines d'utiliser ce que j'ai déjà, je me rends compte que j'en ai encore envie, voire je me rends compte que ça compléterait vachement bien ma collection, et ben là, je vais, donc cet objet que j'ai mis dans ma liste de souhaits va passer dans le panier, si vous voulez, et je vais finir par passer commande. Mais j'ai remarqué que assez régulièrement, quand je prends le temps d'utiliser ce que j'ai au moment où j'ai envie d'agrandir la collection, ben bien souvent ça réduit cette envie d'achat. Parce que dans le fond, j'avais pas envie d'acheter un nouveau stylo marron, j'avais envie d'utiliser les stylos marrons que j'ai déjà. Pour vous donner cet exemple-là. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup pour les vêtements. Parce que ça, les envies d'acheter des vêtements, surtout personnellement, là où j'en suis dans ma vie, où j'ai récemment eu un enfant, mon corps a changé, donc il y a pas mal de besoins autour de mon rapport à mon corps, le fait de me réapproprier mon style esthétique, etc. Et là, c'est pareil, c'est en général un besoin d'utilisation, c'est-à-dire qu'un besoin de trier mes vêtements, de me réapproprier des tenues qui me plaisent avec le corps que j'ai maintenant, de retrouver des tenues qui sont pratiques pour l'allaitement mais dans lesquelles je me sens bien et confortable et belle. Et ça, c'est un besoin que j'ai par rapport à mes collections, à ma collection actuelle, à ma garde-robe actuelle. C'est pas le fait d'acheter des nouveaux vêtements qui va m'empêcher de me sentir mal dans les vêtements que j'ai aujourd'hui, si je ne fais pas de tri et si je me demande pas ce que j'aime aujourd'hui dans mon corps de maman, vous voyez ce que je veux dire. Donc typiquement, c'est le genre de choses que je vais faire pour mes vêtements. Mettons que j'ai repéré un super joli t-shirt marron, il y a un thème, hein. Il y a un thème de couleur en ce moment. Et bien pareil, je vais le mettre dans la wishlist, dans la liste d'envie. Et avant de l'acheter, ben, je vais m'amuser à créer des tenues, peut-être avec, alors je sais pas, si j'ai déjà un t-shirt marron, ben, je vais l'utiliser, si j'en ai pas, je vais utiliser d'autres vêtements que j'ai déjà, et je vais me créer une petite garde-robe capsule pendant une semaine ou deux, et je vais faire des tests avec mes tenues, etc. Et de la même manière que l'exemple de la papeterie, si je me rends compte qu'effectivement acheter ce t-shirt marron, ça viendrait compléter un peu cette petite capsule, ça irait vachement bien avec ce que j'ai déjà, et je me sentirais vachement bien dedans, etc. Ça correspondrait mieux à mon nouveau style de maman, etc., ben je l'achète. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai déjà des vêtements dans ma garde-robe qui remplissent le même rôle, et que ce nouveau vêtement, en fait, j'en ai pas besoin. J'avais juste besoin de me réapproprier ma garde-robe actuelle. Voilà pour un autre exemple, si ça peut vous aider. Ce qui m'amène du coup au troisième point vers lequel j'ai fait la transition avec l'exemple de vêtements, qui est de trier et d'analyser ce que j'ai déjà. Donc c'est là qu'on rentre dans les trucs un petit peu de simplicité qui consistent à faire comme Marie Kondo, là, de venir rassembler tout ce qu'on possède dans un certain type d'objet, une certaine collection d'objets, et de venir trier. Est-ce que ça me plaît encore? Pourquoi? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que c'est encore en bon état? Et quel est mon style aujourd'hui? Parce qu'on change en fait. On change de style de vie, on change de besoins, on change de contraintes, on change peut-être de budget. Moi, maintenant que je me suis lancée à mon compte à 100% en tant qu'artiste et que je ne suis plus soutenue par les missions de communication, je n'ai plus le même budget qu'avant. Donc tout ça, ça permet aussi de réévaluer un petit peu ce qu'on a déjà. Et je trouve qu'une collection d'objets qu'on a et qu'on utilise est beaucoup mieux mise en valeur quand on l'a trié et qu'on ne garde que ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous est vraiment utile et ce qu'on utilise vraiment. Parce que comme ça, c'est pas perdu dans tout un tas de choses qu'on se force à garder peut-être par culpabilité parce qu'on l'a acheté un jour et que ce serait du gâchis, etc. Mais en fait qu'on n'aime pas vraiment et qu'on se force à porter ou à utiliser ou que du coup on n'utilise jamais, mais que ça prend la place au milieu du reste. Et je trouve qu'on a une vision beaucoup plus claire
sur les objets qu'on a chez soi, et d'ailleurs un appartement qui est plus facile à entretenir, ou une maison qui est plus facile à entretenir, qui est plus facile à ranger, qui est plus facile à décorer, quand on possède moins de choses, mais que ce sont des choses qui nous conviennent parfaitement. Et ça, c'est une chose que j'ai faite avec ma papeterie à l'automne dernier, puisque pour faire la place à la petite, c'est essentiellement mon bureau que j'ai trié, puisque du coup, mon mari et moi, nous partageons le même bureau pour travailler, et l'ancien bureau de mon mari est devenu la chambre de la petite. Et en fait, je me suis rendu compte que, notamment quand j'ai acheté des collections, par exemple, de feutres avec toutes les couleurs, c'est pour ça que j'en achète plus maintenant de ça, et ben en fait, il y a peut-être que 10% des feutres que j'aime vraiment utiliser. Parce que moi, mon style artistique et mon style de papeterie, c'est des couleurs neutres, c'est des couleurs chaudes, c'est des couleurs assez désaturées. Et du coup, les 3/4 de la collection, là, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs hyper vibrantes, hyper vivantes, moi, c'est pas mon truc. Du coup, je les utilise jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que de mettre de côté tous ces feutres-là, alors pour le coup, je les ai pas jetés, je les ai mis de côté dans une boîte pour ma petite quand elle sera plus grande, si elle veut faire comme maman et dessiner dans ses carnets, puisque c'est des feutres qui sont en parfait état, hein. Mais le fait d'enlever tout ce qui me plaît pas, et de garder uniquement une sorte de capsule de ce qui me plaît vraiment, et ben j'utilise beaucoup plus toute ma papeterie, ou en tout cas toute la papeterie restante, qu'avant. Déjà parce que du coup je suis pas dépassée sous 50 000 choses de papeterie qui sont rangées à plein d'endroits différents de l'appartement, j'ai réuni toute la papeterie au même endroit, et ensuite parce que j'y vois plus clair parce qu'il y a moins de choses, et puis du coup j'ai plus facilement accès à toute ma papeterie parce qu'il en reste moins, mais par contre ce sont des choses qui me plaisent, et j'arrive plus facilement à l'utiliser, etc. parce que c'est des choses qui me conviennent et qui me plaisent. Et donc depuis, voilà, c'était en octobre dernier, donc ça fait pratiquement 6 mois au moment où je vous parle, eh bien j'ai redécouvert de la papeterie que j'avais achetée, que j'adorais, mais qui était coincée au fond des tiroirs, dont j'avais complètement oublié l'existence. Et je tire bien mieux parti des objets que je possède déjà, que j'ai achetés il y a plusieurs années. Et j'ai même repris davantage de journal créatif, de journal artistique, j'utilise beaucoup plus de papeterie qu'il y a quelques mois, justement parce que j'ai mis la collection en valeur en la triant. Et je sais que ça, c'est un point qui est un petit peu contre-productif ou contre-intuitif, de se dire, en triant, donc en ayant moins d'objets, je vais plus les utiliser et je vais moins avoir envie d'en acheter. On a tendance à croire que si on se débarrasse d'une partie des objets, on va vouloir en acheter d'autres, ou qu'on va avoir l'impression qu'il nous manque des choses, mais en fait pas du tout. Si on fait ce tri intelligemment, en tenant bien compte de notre style de vie, de nos envies, nos besoins, justement notre usage, notre quotidien, plutôt que de se baser sur l'image de qui on voudrait être ou de la vie qu'on voudrait avoir ou je ne sais quoi, vraiment se focaliser sur nous, notre style, nos envies, nos besoins. Moi, d'expérience en tout cas, le fait de trier et de réduire, ça m'a permis de renouveler la gratitude pour ce que je garde et d'avoir moins envie d'acheter. Et ça a été la même chose avec les vêtements que j'ai triés après la naissance de ma fille. Je me suis recentrée sur la façon dont j'ai envie de me vêtir aujourd'hui, et par rapport aussi aux contraintes de vie, d'avoir un petit bébé à la maison, d'allaiter, etc. Et j'utilise beaucoup plus ma garde-robe aujourd'hui, j'ai beaucoup moins envie d'acheter de vêtements aujourd'hui. Et enfin, la dernière chose que je souhaite partager avec vous sur ce sujet aujourd'hui, c'est le fait de prendre le temps de bien distinguer, parmi les objets qu'on utilise effectivement au quotidien, pourquoi on les utilise, à quels besoins ils répondent, qu'est-ce qu'on aime dedans. Et ça, c'est une amie qui m'a partagé cette idée de question que sa prof d'art lui a donnée en cours de dessin. Pourquoi est-ce que ça me plaît ? Pourquoi est-ce que cet objet me plaît ? Pourquoi est-ce que parmi les 5 manteaux que j'ai, je prends toujours le même manteau ? Pourquoi est-ce que parmi toute ma collection de scotch décoratif pour mon journal, j'utilise toujours ces 2 mêmes scotch-là et pas les autres ? Pourquoi est-ce que je me tourne toujours vers ce stylo encre-là, vers ce carnet-là ? Pourquoi est-ce que je prends toujours ce mug-là ? Pourquoi c'est celle-ci ma robe préférée ? Voilà, pourquoi est-ce que ça me plaît ? Et ça rejoint, je ne sais plus dans quel contenu je vous en ai parlé, donc je vais vous redire, dans le livre Slow Productivity par Cal Newport, il parle du fait d'apprendre à affiner ses goûts.
C'est-à-dire que quand, alors là c'était dans le contexte d'avoir une profession intellectuelle ou créative, et que bien souvent on se focalise sur le fait de vouloir améliorer la qualité de ce qu'on fait, et approcher quelque part les créations qu'on fait du goût qu'on a. Donc par exemple dans mon cas, moi qui dessine des aquarelles et qui écris des livres, ce serait arriver à dessiner des aquarelles aussi belles que ce qu'est mon goût. C'est-à-dire qu'il y a des aquarelles que je trouve très très belles dans mon inspiration et j'aimerais pouvoir peindre aussi bien que ça. Pareil pour l'écriture. J'aimerais bien pouvoir écrire aussi bien que mes romans préférés. Donc ça c'est le fait d'apprendre à progresser, à pratiquer, jusqu'à petit à petit se rapprocher du niveau de qualité de nos goûts en fait, de ce qu'on aime. Mais il y a un deuxième aspect à cette équation-là auquel on ne pense pas souvent, ou en tout cas qui n'est pas forcément mis en avant dans ces discussions-là, c'est le fait de cultiver ce goût en fait. De commencer par reconnaître qu'est-ce que c'est de la qualité, qu'est-ce que c'est du bon goût, qu'est-ce que c'est mon goût, quel est mon style, quelle est mon esthétique, quel est mon goût, quelles sont mes préférences littéraires par exemple. Et ce qui fait que je pense avoir beaucoup progressé en tant qu'écrivaine ces 3 dernières années, c'est que grâce à la liseuse, j'ai lu énormément de livres ces 3 dernières années, et j'ai énormément affiné ce que j'aime en tant que lectrice, quel genre de livres j'aime et pourquoi je les aime. Donc c'est cet premier aspect-là, d'apprendre à se connaître soi-même en fait dans son usage des objets, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est la consommation intentionnelle et nos collections d'objets. Donc là, ça veut dire apprendre à affiner notre goût, nos préférences personnelles, en termes des objets qui nous entourent et qu'on utilise au quotidien. Parce qu'on va être entouré de marketing qui nous dit « moi je suis la meilleure marque, vous avez absolument besoin de ce truc-là », ou même de prescripteurs et prescriptrices autour de nous qui nous disent qu'on devrait aimer ceci, qu'on devrait aimer cela, notamment en termes d'esthétique. Par exemple, la mode, il va y avoir des gens très connus, je sais pas moi, l'éditeur en chef de Vogue ou je sais pas quoi, qui vont nous dire « ah bah la couleur à la mode cette année c'est ça, la silhouette ou la forme à la mode cette année c'est ça ». Et en fait, je trouve que c'est hyper important d'apprendre à cultiver notre goût à nous, interne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous dire « portez ceci, aimez cela, ça c'est beau, ça c'est pas beau ». Mais est-ce que je suis d'accord avec ? Qu'est-ce que je trouve beau moi ? Un exemple concret, c'est qu'on entend toujours dans la mode qu'il ne faut pas mélanger les couleurs de bijoux. Faut jamais porter du doré avec de l'argenté. Mais moi j'adore ça en fait. J'adore mélanger les métaux. Je trouve que un bijou qui est argenté puis qui a une touche dorée, personnellement je trouve ça magnifique. Et du coup en fait, je m'en fiche que les prescripteurs de la mode aient décidé que dans les codes du bon goût, il fallait pas mélanger les métaux. Moi j'aime ça. Et donc je vais porter ce que j'aime. Donc c'est cet aspect-là, pour clôturer cette émission aujourd'hui, que je souhaite mettre en avant, qui est de prendre l'habitude de distinguer vos propres goûts et aussi vos propres besoins dans votre quotidien. Parce que les objets, évidemment, on les utilise parce qu'on aime, parce qu'ils nous font plaisir, etc. Mais on les utilise aussi parce qu'ils nous servent à quelque chose. Donc d'arriver à se dire, ok, mais moi, dans la vie que je mène, là où j'habite, la famille que j'ai, le style de vie que j'ai, le rythme de vie que j'ai, qu'est-ce qui me convient le mieux finalement ? Et du coup, d'apprendre à vraiment distinguer quels sont nos besoins propres, nos envies propres et nos goûts propres. Quoi qu'en disent les conseils extérieurs, les influenceurs, influenceuses, les gourous du milieu de tel ou tel truc, vous voyez ce que je veux dire. Et pour ça, voilà, ce qui aide, c'est de vous tourner vers vos objets préférés, ceux que vous utilisez le plus, ceux vers lesquels vous revenez tout le temps, et de vous demander pourquoi ça me plaît. Pourquoi c'est celui-là qui me convient le mieux ? Pourquoi c'est celui-là que j'utilise le plus ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui me convient là-dedans ? Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à trouver une espèce de formule personnelle et on arrive à comprendre ce qu'on aime et pourquoi. Et je vais terminer là-dessus. Moi, personnellement, j'ai découvert, par exemple, que mon goût se tournait vers plutôt des couleurs neutres chaudes, donc du beige ou du gris chaud, ce qu'on appelle du grège, ou des tons marrons. J'aime beaucoup les tons marrons, que ce soit dans la déco, les mugs, les vêtements, la papeterie, tout.
Je sais aussi que je préfère que les couleurs soient par petites touches plutôt que un gros truc coloré. Pour vous donner l'exemple pour les personnes qui sont en vidéo, parce que si vous êtes en podcast, sachez que ce podcast est également diffusé en vidéo sur la chaîne YouTube Floryteller. Donc le mug que j'ai aujourd'hui, que les gens voient en vidéo, c'est un mug qui est beige, avec des petits dessins de marguerite et de coccinelle. C'est un mug très printanier. Et bien c'est tout à fait le genre de style que j'aime, parce que c'est essentiellement neutre, avec juste une petite touche de rouge et de orange dans les coccinelles et les petites marguerites. Et bien ça correspond à mon goût. Et je sais pourquoi j'aime ce mug, parce qu'il est essentiellement neutre avec juste une petite touche de couleur. Alors là, bon, je vous parle d'une esthétique, mais je pense que c'est très très intéressant de se poser la question aussi pour les objets utilitaires. Pourquoi c'est cet objet-là qui m'est le plus utile? Pourquoi c'est ça qui est le plus adapté à mon lieu de vie? Sur ce, je vous rappelle que si vous appréciez la production de ces contenus gratuits, vous pouvez me soutenir sur la page patreon.com/floryteller pour le prix d'un café. C'est ce qui me permet de continuer à proposer ces contenus gratuits pour vous et de les proposer autant que possible sans pub. Comme ça, je dépends de votre soutien à vous et non pas du soutien d'éventuelles marques publicitaires, etc. Donc déjà, je remercie beaucoup les personnes qui me soutiennent déjà. Et si ce podcast, cette vidéo vous apporte de la valeur et que vous avez la possibilité de le faire, je vous invite à aller voir ma page Patreon, ça me fera un grand plaisir. Il n'y a pas eu de mise à jour d'artiste ce mois-ci parce que j'ai oublié de le faire et maintenant on arrive à la fin de l'émission, elle est suffisamment longue comme ça. Donc écoutez, si vous voulez avoir des news de ma part, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur caféauxétoiles.fr/lettres, ou vous pouvez suivre sur Instagram le compte de Café aux Étoiles. Ça permet d'avoir des news un petit peu plus... Alors, newsletter, c'est une fois par mois. Instagram, c'est un petit peu plus régulier, c'est vous pouvez avoir de mes nouvelles. Et je vous promets que l'émission du mois prochain, je vous ferai une petite mise à jour d'artiste. En attendant, je vous remercie d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a apporté des pistes de réflexion pour votre propre rapport aux objets et à la consommation. Si vous avez des questions, des remarques, des choses comme ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo YouTube ou bien sur Instagram, sous l'article des notes de l'émission de podcast. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!